bienvenue au Régional de TVR9. Cette semaine, nous recevons Julie Lucier, mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu, Jean-François Guilbeault, directeur artistique de l'Arrière-Seine, Alexandra Labbé, mairesse de Chambly, Karine Tremblay et Simon Dionne, copropriétaires de la clinique Mosque, William Parenteau, chargé de projet adjoint chez Nature Action Québec. Finalement, Mme Tania Roussel, vice-protectrice au service aux citoyens pour le protecteur du citoyen. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue au Régional. Comme à chaque semaine, voici un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Un garçon de 6 ans a perdu la vie après un accident survenu sur la butte à glisser du parc Robert-Lebel à Chambly. Selon le service de police Richelieu-Saint-Laurent, l'enfant présentait de graves blessures à la tête lors de sa prise en charge par les ambulanciers. Il était accompagné de ses parents au moment des faits. Des témoins évoquent une surface très glacée et s'inquiètent de la proximité de poteaux métalliques au bas de la pente. Certains résidents réclament de mesures de sécurité supplémentaires. Par mesure préventive, la Ville a fermé la butte à glisser, l'anneau de glace et l'air glacé jusqu'à nouvel ordre. Une enquête du coroner est en cours. La MRC de la vallée du Richelieu annonce que le service L'Artère Montérégie cessera ses activités le 31 mars prochain à la fin de son entente de financement. Ce service de maillage accompagnait la relève agricole et les propriétaires de terres dans des démarches de jumelage et de transfert d'entreprises. Le financement provenait principalement du Fonds Région et Ruralité, dont le renouvellement n'est pas prévu pour l'instant. La préfète Marilyn Nadeau souligne que l'artère a été un levier important pour soutenir la relève. La MRC affirme demeurer mobilisée afin de favoriser la vitalité du secteur agricole, malgré les défis liés au coût des terres et à l'accès au financement. Le député de Bordua, ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, annonce une aide financière de près de 185 000 $ pour des organismes de la circonscription. Cette somme est accordée dans le cadre du programme Amis des aînés, au nom de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger. 2 projets locaux sont soutenus. L'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie reçoit 147 000 $ pour son initiative Cerveau en santé. Et la Maison de la famille de la vallée du Richelieu obtient près de 38 000 $ pour le projet Plume d'amitié. Le programme vise à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à favoriser le vieillissement actif, notamment en brisant l'isolement et en encourageant la participation sociale. La Ville de Chambly refuse finalement la démolition de 2 résidences situées sur la rue Saint-Pierre. Le comité de démolition a rendu sa décision le 25 février dernier, invoquant la protection du patrimoine bâti. Les 2 bâtiments figurent à l'inventaire patrimonial municipal et présentent un intérêt jugé moyen. Dans les 2 cas, le comité a estimé que la valeur culturelle justifiait leur maintien. Au 83, les propriétaires invoquaient d'importants problèmes structuraux et au 102, des acheteurs souhaitaient démolir pour reconstruire une maison neuve. La décision s'appuie notamment sur des avis défavorables du comité consultatif d'urbanisme et sur une forte opposition citoyenne. La mairesse Alexandra Labbé rappelle que la préservation du patrimoine demeure une priorité pour la Ville, particulièrement sur la rue Saint-Pierre. Le Conseil des arts et des lettres du Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordent plus de 1,2 million de dollars à 58 artistes et 14 organismes dans le cadre de l'entente et partenariat territorial pour les arts et les lettres de la Montérégie. 20 000 $ sont remis à l'artiste de Richelieu Robin Joël Cool pour une résidence à Pointe-Valène, 14 500 $ à la Belleuilloise Françoise Falardeau pour la création d'un livre et 19 000 $ à Louise-Marie Beauchamp pour une tournée de concerts en Montérégie. 3 organismes sont aussi soutenus, la Grande Trappe, les Mots s'animent et l'Arrière-Seine. Après plusieurs reports, le parc aquatique Océania a finalement ouvert ses portes le 28 février dernier, juste à temps pour la relâche. Situé sur la rue de l'Industrie à Belleuil, le complexe de 105 000 pieds carrés pour accueillir jusqu'à 1 000 visiteurs, mais la capacité est pour l'instant limitée de 200 à 250 personnes, le temps que les 150 sauveteurs prennent leur repère. Les 12 attractions aquatiques sont déjà accessibles, tout comme la zone arcade et la cafétéria.
D'autres concessions alimentaires s'ajouteront bientôt. Après 6 ans de travail et des coûts passés de 34 à plus de 47 millions de dollars, le groupe promoteur Groupe Labato espère faire d'Océania un nouveau carrefour familial incontournable dans la région. Une inauguration officielle est prévue d'ici la fin mars. Voilà, c'était l'essentiel de vos actualités dans la vallée du Richelieu. Julie Lucier, MRS de Saint-Charles-sur-Richelieu. Elle est avec nous en studio. Bonjour, Mme Lucier. Bonjour. Vous êtes fait élire à l'automne dernier pour un deuxième mandat. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va vite. Là, le premier mandat, on a eu beaucoup d'apprentissage à faire, étant donné que je n'avais pas de direction générale. Fait qu'on a comme reconstruit, rebâti la municipalité avec l'équipe municipale, qui était quand même très fatiguée, en épuisement. Puis avec le nouveau conseil. Là, le deuxième mandat, c'est la continuité, c'est la stabilité. C'est ça qui est le plus difficile à maintenir, une stabilité. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui vient un peu jouer avec les cartes, là, même si on a appris dans le premier mandat notre rôle, mais là, on peaufine plus les limites de qu'est-ce que nos responsabilités. Puis le conseil, ils ont ils ont été réélus, sauf une qui est nouvelle. Fait que là, c'est l'apprentissage de dynamique là, qu'on doit aussi s'ajuster. J'imagine qu'avec un premier mandat, il faut tout apprendre. Avec le deuxième, est-ce que ça vient avec des attentes? Est-ce que c'est ça qui rend la continuité plus difficile? Oui, je pense que, tu sais, étant donné qu'on a livré beaucoup de choses dans le premier mandat, on a fait beaucoup de rattrapage. Là. On a livré une caserne que ça faisait plus de 20 ans qu'on attendait, mais on a fait beaucoup d'investissements dans la municipalité, tant dans les infrastructures, mais aussi dans l'offre de loisirs et dans tous les services. Fait que c'est garder cette stabilité-là. On dirait que c'est... faut maintenir un rythme assez important. Puis on a quand même fait ça... ça a été beaucoup d'énergie dans le premier mandat. Fait que des fois, le deuxième, on a peut-être moins l'énergie que moins l'adrénaline. Oui, puis étant donné que la population sont contents de qu'est-ce qu'on a construit, bien, ils souhaitent qu'on continue dans cette lignée-là. Fait que c'est quand même demandant, là. Je comprends. Puis, parlant de ça, je voulais aborder le sujet avec vous. Tu sais, c'est peu connu de la population en général, mais quand on est maire ou mairesse d'une municipalité, là, ça vient avec différents enjeux. Vous avez une carrière, vous êtes architecte, vous avez une famille, vous occupez le poste de mairesse. Comment on fait pour concilier tout ça? C'est une bonne question. À vrai dire, on y va le jour ou la semaine, où on y va avec les priorités. Il y a des moments qui sont plus difficiles, d'autres qu'on doit s'ajuster. Fait que des fois, on pense que la semaine va bien aller et on dit OK, il y a ça qui arrive. Fait que là, on s'ajuste beaucoup. À vrai dire, je pense, qu'est-ce qui aide, c'est la famille aussi, là, quand ils comprennent. En tout cas, ils essayent de comprendre mon implication, la volonté, pourquoi que je m'implique dans tout ça, mais c'est même mon employeur, des fois, c'est pas évident. Mais la conciliation, des fois, on réussit pas, des fois, on réussit, c'est une réalité. Là. Ça prend un entourage, puis justement, là, qu'est-ce que votre entourage comprend de ce qui vous motive là-dedans? Parce que, tu sais, une charge de mairesse comme ça vient avec beaucoup d'obligations, mais en même temps, c'est pas un emploi temps plein. On a le goût de tout connaître, mais en même temps, on n'a pas le temps d'être là toujours. Qu'est-ce qui vous fait vibrer là-dedans? Bien, j'ai toujours vu une grande opportunité où, tu sais, à Saint-Charles, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient évoluer puis qui pourraient être mieux. Puis, moi, souvent, j'ai des idées de grandeur, mais des fois, j'essaie de le ramener à la petite échelle, mais tu sais, des fois, avoir des idées de grandeur permet de faire évoluer notre municipalité. Ça prend une vision. Oui, une vision. Puis souvent, moi, je vous propose des choses. Après, on verra si vous voulez vraiment le faire ou pas. Parce que des fois, ma façon de voir, c'est ça. Je suis une fille de projet et d'idées, là, mais
je pense que mes enfants sont contents que je m'implique parce qu'ils voient que, tu sais, on a une belle patinoire, qu'il y a des belles activités. Ils voient aussi l'envers que dit, bon, t'es pas souvent là, maman, là. Et où, maman? Et où, maman? Pourquoi t'es là, maman? T'es pas dans une rencontre, là? Mais tu sais, il y a ce côté-là aussi. Tu sais, quand je pars en congrès ou des colloques, là, j'ai ma fille qui dit, ben là, tu t'en vas, maman, tu seras pas là. Je dis, ben, je pars juste une nuit, je reviens quand même demain, là. Mais tu sais, je dis, papa aussi, des fois, il part, ouais, mais toi, t'es. Tu sais, il le voit un petit peu plus. Là. Des fois, c'est difficile par rapport à ça. Même mon conjoint, là, t'es pas souvent là. Oui, je sais, on va se réajuster. Fait que c'est pas... Surtout quand ils n'ont pas l'âge, peut-être, de comprendre tout ça. Ça doit briser le cœur d'une mère, quand Bien, même. ils ont quand même une fierté parce que, tu sais, ils voient que, tu sais, son travail est tellement fort pour donner des beaux services à la municipalité que, là, tu sais, ils peuvent dire, ouais, mais on a... Chacun contribue là-dedans. Là. Parlant de projet, vous avez un plan triennal d'immobilisation. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Bien, il y a beaucoup de projets dedans, là, mais le plus important là-dedans, il y en a deux, à vrai dire, la caserne qu'on devrait terminer cette année. Donc, on est allé faire la visite. Oui. C'est assez impressionnant. Oui. Fait que, il y a la caserne là, qui devrait être terminée pour cet été. Puis l'autre projet que j'ai depuis que je suis rentrée en poste, c'est j'essaye de trouver des façons de l'avoir de certaines façons. Même des fois, m'a déjà dit, là, arrête, là. Parce que là, c'est d'avoir un centre multifonctionnel ou un gymnase pour l'école. Parce que là, actuellement, notre école n'a pas de gymnase, puis la municipalité n'a pas de gymnase. Fait que là, puis on est la seule école du centre de service qui n'a pas, pas de gymnase. Fait que là, c'est une priorité que j'avais il y a 4 ans, mais étant donné qu'on avait une caserne à construire avant, là, la prochaine priorité, c'est vraiment un centre multifonctionnel qui va desservir autant l'école que la municipalité que la population. C'est quand même un projet là, d'envergure qui, justement, ça va prendre minimalement 5 à 10 ans avant de réaliser. Fait qu'on est mieux de commencer là, si on veut quelque chose dans 5 ans, si tout va bien. Est-ce que ça serait collé sur l'école ou ça serait un bâtiment différent? Bien, c'est ça. Là, cette année, on souhaite donner un mandat là, pour évaluer les opportunités. Là. Est-ce qu'on on a déjà, comme l'année passée, commencé les démarches avec le centre de service pour prendre leurs besoins, les mettre dedans. Puis là, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est annexé à l'école? C'est-tu sur le terrain de l'école? Est-ce que c'est sur le terrain à côté de l'école? Parce qu'on a une zone blanche qui va se développer. Puis on a une section qui va être dédiée au parc ou espace vert. Fait que là, cette année, j'aimerais ça qu'on statue un petit peu plus c'est quoi les opportunités pour que quand le gouvernement va ouvrir des programmes, qu'on puisse appliquer dessus et un jour avoir un centre multifonctionnel qui va refléter les besoins de la municipalité puis du centre de service. Non, certains, on veut que nos enfants bougent, soient en santé. Et parlant de ça, il y a des services de location. Donc, c'est la semaine de relâche qui s'en vient. On peut louer des raquettes, des tubes. Comment ça fonctionne, tout ça? Bien, c'est juste à appeler à la municipalité pour prendre une réservation. Là, je pense pas qu'on peut le faire par le site Internet, là, mais il y a beaucoup de tubes de raquettes. Il y a aussi, je pense, c'est des ski-raquettes. Aussi ceux qui veulent apprendre le patin, je sais pas comment ça s'appelle, le rack là, pour aider l'enfant à tenir debout. Là. Fait qu'on a quand même une couple de choses là, qu'on peut louer. Là, pour les citoyens, c'est gratuit. À vrai dire, ils ont juste à appeler, réserver, puis ils peuvent partir pour la semaine de relâche en entier. Là. Il n'y a pas de problème. L'appel est lancé, communiquer avec la Ville pour obtenir ces patins-là puis ces articles sportifs. Julie Lucier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je souhaite une belle année 2026, beaucoup de beaux projets de votre côté. Merci. En studio avec moi aujourd'hui, j'ai Jean-François Guilbeault, directeur artistique de l'Arrière-Scène. Bonjour, Monsieur Guilbeault. Salut. Donc, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous et moi, vous étiez en situation d'itinérance avec la troupe. Comment ça se passe maintenant? Bien, on est toujours en situation d'itinérance, c'est-à-dire que les rénovations du Centre culturel de Belleuil se poursuivent jusqu'à la saison 27-28. Donc là, en ce moment, parce que nous, on suit un peu les années scolaires, on va dire. Donc cette année, on est dans la saison 25-26, c'était une saison d'itinérance. L'année prochaine, 26-27, c'est encore une saison d'itinérance, notre dernière. Et en 27-28, on va retourner dans nos locaux. Donc là, ça suppose que toute notre diffusion, les accueils de spectacles qu'on fait, bien, ils sont un peu partout. On est cette année à la Maison Villebon, au Centre Marcel
Marcel Dulude à Saint-Bruno, à la diffusion Pointe-Valène d'Otterburn Park. Et l'année prochaine, on va faire un peu sensiblement la même chose, c'est-à-dire se promener ici et là pour Vous vous accueillir le promenez public. là, dans la vallée du Richelieu. Oui, Mais exactement. c'est quoi les enjeux de bâtir un spectacle quand on est itinérant? Bien, alors, il y a deux trucs. C'est-à-dire que quand on construit les spectacles et qu'on fait de la tournée, il y a l'enjeu de se trouver des locaux de répétition, justement de comme, trouver des périodes disponibles aussi pour déposer notre spectacle puis faire de la co-diffusion avec certains des partenaires. Puis, bien, il y a l'accueil de spectacles où ça, c'est un peu plus complexe parce que c'est sur toute l'année. On a à peu près un spectacle par mois qu'on accueille. Donc, les spectacles qu'on construit, on est un peu plus flexible avec nos horaires de répétition, mais les spectacles d'accueil, bien, il faut suivre. Par exemple, là, on avait la semaine de relâche. Là, la semaine de relâche, nous, on ne fait pas de diffusion parce que, justement, on ne trouvait pas de salle. Fait on a besoin d'être très flexible puis on est un peu moins autonome qu'on peut l'être quand on est dans notre lieu, je dirais. Ça doit être difficile aussi de bâtir quelque chose quand on n'est jamais dans le même environnement, selon les espaces, selon la lumière. Ça demande à notre équipe d'être très flexible au niveau de la technique, entre autres, parce que oui, des fois, il faut qu'on ait loué de l'éclairage ou des consoles de son. Il y a certaines salles qui sont équipées, d'autres un petit peu moins. Puis moi, à la direction artistique, je choisis aussi des spectacles qui sont plus ou moins légers au niveau du décor, parce que quand on est dans la Maison Villebon, par exemple, si les gens la connaissent, c'est une toute petite salle, donc on n'a pas d'espace pour mettre un décor. Alors qu'au Centre Marcel Dulude, on a un très grand plateau. Là, on doit trouver des spectacles qui occupent l'espace. Donc, ça demande quand même une flexibilité. Puis évidemment, au niveau administratif, bien, louer une salle comme le Centre Marcel Dulude, ça coûte de l'argent. Donc, il faut qu'on essaie de le mettre dans nos revenus autonomes. On ne veut pas nécessairement augmenter les billets pour pas comme changer l'habitude du public. Fait que c'est sûr qu'on jongle, puis on accuse évidemment des pertes. On demande au Conseil des arts de nous soutenir dans ces périodes-là. Puis au niveau administratif, toujours, bien, nos bureaux, là où on travaille, là où on fait nos programmations, on fait nos réunions, bien, on est en location d'espace ici dans le Vieux-Belleuil, juste au-dessus du restaurant Les Canons. Donc, on est dans le Vieux-Belleuil. C'est très, très, très beau. On voit le Mont-Saint-Hilaire de nos bureaux, mais ces locaux-là, évidemment, ne sont pas gratuits, alors qu'habituellement, bien, on a des frais locatifs qui sont beaucoup moindres quand on est dans nos espaces, on va dire. Puis, il n'y a personne qui couvre les frais. Là. La Ville vous aide pas, vu que... Bien, la Ville nous soutient comme elle peut, mais disons que c'est surtout les Conseils des arts qui ont des programmes pour ça, mais c'est des programmes discrétionnaires. Et donc, on sait comment la culture est soutenue aussi au niveau provincial. Donc, des fois, il y a des petites poches où il y a des moments, des mois où on tire un peu plus le diable par la queue, disons. Ou en tout cas, je pourrais dire qu'on a aussi une direction générale qui est diligente là, dans sa façon de gérer le budget. Il faut être un peu plus conservateur. Ce n'est pas les années où on fait le plus de dépenses, où on fait le plus d'investissements, parce qu'on veut être un peu prudent. Surtout que l'entrée dans un nouveau lieu, ça va venir aussi avec toutes sortes de défis, de frais. Il faut équiper cet espace-là. Il va falloir l'animer. La première saison, en 27-28, on va vouloir justement créer un événement, au niveau des communications aussi. Il va falloir avoir comme peut-être un nouveau visuel. Il va y avoir toutes sortes de dépenses qui vont appartenir à cette saison-là. Fait qu'on veut que la saison prochaine, disons qu'on essaie d'être un peu plus économe. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que les citoyens de la Vallée du Richelieu peuvent faire pour vous aider? Bien, c'est sûr que de s'intéresser à notre programmation, là, on a un spectacle qui s'en vient, notre spectacle pour ados, on va en parler dans 2 secondes. On a aussi 2 autres spectacles après, même 3 activités qui s'en viennent là-bas. Un spectacle de clown qu'on fait à Saint-Bruno, où il reste encore quelques billets. Super spectacle à venir voir à la fin du mois de mars. On a des écoutes du théâtrophone en famille qui se passent à la Pointe-Valène, ça c'est en avril. Okay. Non, ça c'est à la Maison Villebon plutôt. Puis à la Pointe-Valène, on a le spectacle Je te promets une forêt, Gezagé de Malenki, qui se passe au mois de mai, puis il reste encore quelques billets pour ça. Fait que c'est sûr que de nous soutenir en venant voir nos spectacles, même s'ils ne sont pas au centre culturel, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon. Comme ça nous assure de l'année prochaine pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. Et là, vous l'avez dit, en mars, vous avez un nouveau spectacle qui commence, qui débute. Parlez-moi du spectacle. Alors, c'est un spectacle pour ados. On n'en fait pas souvent des shows pour ados dans notre saison. C'est quelque chose qui est assez marginal. Cette année, on avait 2 représentations pour ados. Là, c'est notre propre production. Ça s'appelle Sous-bois. Okay. C'est Juliane Angers-Beauregard qui est l'autrice de ce spectacle-là. La mise en scène est faite par Geneviève Gagné. Et ça s'adresse à tout secondaire. C'est un projet qui est né, en fait, d'un appel à projet du ministère de la Culture et du ministère de la Santé et des Services sociaux qui ils se sont associés, ces 2 ministères-là, pour faire un appel à projet et trouver des
des façons d'aborder certains enjeux sociaux, des enjeux de santé publique, on va Devant dire. les étudiants. Devant des ados, spécifiquement. Et donc, il y avait comme une liste de sujets privilégiés. Et nous, on a décidé d'appliquer à cet appel-là. Avec Juliane, avec qui on travaille, on lui a demandé est-ce qu'il y a un des sujets qui t'intéresse le plus. Puis il y en avait un qui était en lien avec l'éducation à la sexualité, le fameux programme qui est un peu galvaudé et puis qu'on ne sait jamais trop quoi faire avec ça, la patate chaude. Et la question de développer des relations, apprendre à se connaître, comment est-ce qu'on peut être en amour, en amitié, qu'est-ce que ça veut dire même développer sa propre identité par rapport à son orientation sexuelle, etc. Parce que c'est pas des sujets qu'on apprend dans le cours de sexualité au secondaire. Bien, on s'entend. devrait l'apprendre, ça Mais fait c'est pas partie au du programme, corpus. malheureusement. Exactement. Oui. Et donc là, Juliane, elle est partie de ça, elle a écrit une histoire qui est super, super belle. Elle a été accompagnée d'ailleurs d'une sexologue tout au cours de sa rédaction. Et ça fait ce sous-bois. Ce sous-bois, c'est un spectacle où on a 3 personnages, puis c'est un peu comme un triangle amoureux, un triangle d'amitié. Ça se passe l'été, il fait chaud, on est en vacances, puis ces 3 jeunes-là, ils sont justement un petit peu comme on est à l'adolescence. Il y en a une qui a un emploi d'été, l'autre non. Il y a un gars qui, lui, décide de se construire une cabane dans le sous-bois. Et on est un peu à ce moment-là où ils sont encore un petit pied dans l'enfance, un pied dans l'adolescence, puis les 3 évoluent pas au même rythme et donc leurs intérêts sont en train de changer. Puis je pense que leur corps change, leurs envies changent, leurs émotions changent, puis je pense qu'ils naviguent un peu à savoir comme qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que... Les grands questionnements de la Les vie grands pour aller à la vie questionnements. adulte. Voilà, puis Juliane, elle l'a ancré, c'est-à-dire que la majeure partie du spectacle se passe dans un club vidéo. On est comme dans un univers un peu à la années 90, mais ça se passe aujourd'hui. C'est un peu intemporel. Fait qu'on a un peu les codes, justement, de cette fille-là, Delphine, qui, elle est caissière dans un club vidéo, puis elle nous parle justement de toutes sortes de comédies romantiques, de films d'amour, des grands films d'amour, de Roméo et Juliette, puis elle est très, très romantique, alors que son amie Désirée, elle arrive à un moment où elle est plus dans son corps, puis elle a le goût de regarder les gars, puis l'amour, ça l'intéresse moins, c'est plus le corps qui l'intéresse, et elle est dans un processus identitaire aussi, et donc elle décide de changer son nom, puis elle dit « Je m'appelle plus Désirée, je m'appelle Désir ». Fait qu'il y a un peu ce moment-là où on décide un peu de... Moi, je suis plus une enfant, je suis une adulte, j'ai le goût de faire comme les adultes, j'ai le goût de faire comme ce que je vois justement dans les films, 18 ans et plus. Il y a un petit peu cette affaire-là. Donc, évidemment, c'est très émotif, mais c'est aussi très drôle. Puis c'est un spectacle qu'on présente là, à la Maison Villebon dans un tout petit écran, c'est un tout petit plateau. Puis on l'a créé aussi pour qu'il puisse être joué dans des écoles secondaires. Donc, le but, c'est qu'il soit vraiment malléable, très flexible, qu'on puisse le présenter au maximum de jeunes possible. Donc, dans la semaine de la mi-mars, on va aller dans des écoles secondaires. On va avoir des représentations à la Maison Villebon. Puis, il y a 2 possibilités de le voir en famille. Donc, si on est parent d'ados ou grands-parents d'ados puis qu'on veut aborder ces questions-là, ça peut être une façon de briser la glace, n'est-ce pas? Ça se passe le 19 mars, mais c'est déjà complet parce que comme la salle est très petite, on peut toujours essayer de voir s'il y a des billets qui se libèrent, mais on a ouvert une représentation supplémentaire, c'est le vendredi 20 mars, et là, il reste quelques billets parce qu'on vient de l'annoncer. Fait que si jamais vous tombez sur cette entrevue-là, c'est le moment là, de dire, je vais aller voir sur le site de l'arrière-scène et me prendre un billet pour le vendredi 20 mars. Et c'est vrai aussi, j'oubliais, c'est que Juliane, qui a écrit le texte, en fait, elle publie son texte aux éditions Le Méac. Et le lancement du livre se fait le 19 mars. Donc, le 19 et 20 mars, Juliane sera sur place pour dédicacer les livres et discuter. Puis, on va évidemment avoir des grandes discussions avec le public, avec les artistes, sur le sujet, sur ce que ça peut faire émerger, disons. Donc, on invite les intéressés à sauter sur les derniers billets et à venir vous rencontrer à la Maison Villemont. En finissant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'arrière-scène pour la prochaine saison? Continuer de rencontrer nos publics et d'avoir un bon levier pour que la catapulte nous envoie le plus rapidement possible dans la saison 27-28 dans notre nouveau lieu. Ça va quand même être un gros changement très positif. Oui. Bien, merci beaucoup, M. Guilbeault, et Merci. bonne chance pour la suite. Merci. Madame Alexandra Labbé est la mairesse de Chambly. On la retrouve avec nous en studio. Bonjour, Madame Labbé. Bonjour! Merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez au studio. Effectivement, je découvre cet univers. On est heureux de vous recevoir. Vous avez des bonnes nouvelles.
à nous partager. Ça va être une grande année sportive de votre côté à Chambly. Qu'est-ce qu'il va y avoir à surveiller? Bien, à Chambly, on surveille l'inauguration de notre grand centre sportif régional qui va culminer d'ailleurs ou qui va être en parallèle avec un beau grand forum sportif pour nos organismes sportifs. On a eu beaucoup de pression pendant la campagne. On a entendu beaucoup s'exprimer nos sportifs. On a décidé de prendre la balle au bon. Hein, c'est le cas de le dire en sport, prendre la balle au bon, c'est toujours utile. Donc, on va les entendre, on va s'assurer de le faire ensemble. Donc, en amont de l'inauguration, on va se consulter. On va bien sûr les inviter à venir visiter les nouvelles installations. Racontez-nous un peu l'histoire particulière de ces installations-là. Vous avez fait preuve de créativité. Tout à fait. En fait, c'est un beau travail d'équipe, le centre sportif régional. On dit régional parce que c'est 2 municipalités, c'est Chambly et Carignan qui s'associent ensemble pour répondre à un grand besoin. On a eu un organisme sportif qui s'appelle Gymbly, maintenant qui a changé de nom, qui s'appelle Ionix, mais à l'époque, Gymbly était sans locaux. Donc, des gymnastes sans locaux, ça ne peut pas s'entraîner. Ils sont venus nous voir, puis on était à la recherche d'une solution. On a tout de suite vu qu'on avait un grand local vide qui s'appelait Rona. Donc, un ancien Rona inoccupé. À Carignan, on s'est dit, bien, essayons, voir. Puis, bien, c'est chose faite. Non, mais Sous peu, on va ouvrir. Est-ce que vous savez si ça s'était déjà fait avant, comme ça, prendre un grand local commercial puis le reconvertir? Je pense qu'on n'est pas les premiers à faire ce genre de reconversion-là, mais je vous dirais que c'est une première pour Chambly, une première pour Carignan. On est vraiment bien fiers là, du grand projet. Rapide. On était dans les moins de 18 mois là, pour tous les travaux. On fait ça à moins de 5 millions d'investissements. On va avoir plein de plateaux sportifs pour nos jeunes, nos moins jeunes. On est vraiment contents. C'est de l'investissement pour la santé des jeunes puis des adultes aussi qui pratiquent plein de sports. Effectivement, santé préventive. Un gros événement qui s'en vient, ça va être l'événement cycliste. Oui, les à mondiaux Chambly. de cyclisme sur C'est route. pas rien, ça, c'est les mondiaux. Ça veut dire des athlètes qui viennent de 75 pays dans le monde. Ils vont venir ici à Chambly. Ils vont passer par Chambly. Non, ils vont venir ici. Ils vont passer par Chambly. Mais en fait, l'événement, c'est montréalais, donc c'est la grande région de Montréal. Les 2 principales courses vont être le 26 et le 27. Donc, femmes le 26, 27, c'est les hommes. De quel mois? De septembre. C'est cet automne. Et ça va passer par Chambly pour les 2 épreuves en matinée. Donc, on va pouvoir voir les plus grands cyclistes du monde s'élancer sur nos routes. Bien, Chambly, c'était déjà un incontournable pour le cyclisme. Qu'est-ce qui fait que les gens qui pratiquent le vélo viennent à Chambly? Bien, je pense on a un beau réseau cyclable. Mais non seulement c'est un beau réseau cyclable, mais c'est un réseau cyclable bien pensé. Donc, notre réseau est bien bouclé. Fait qu'autant pour les visiteurs de passage, donc, je disais qu'il était beau, on a quand même des pistes qui sont avec un beau paysage, avec un beau panorama. Mais on a aussi pour les résidents eux-mêmes, s'ils veulent vraiment aller faire leurs courses et tout ça, on a un réseau bien pensé. Donc, on peut même vivre à vélo à Chambly à l'année. Ça ressemble à quoi en termes d'organisation de recevoir un événement d'une telle envergure? Bien, ça va être une première. Pour Chambly, on n'a jamais vécu là, quelque chose d'aussi grand. Je vous dirais qu'on a quelque chose qui s'est rapproché avec le passage des snowbirds il y a quelques années. Donc, c'est quand même important, mais il y a beaucoup d'organisations. On va avoir besoin de bénévoles. C'est rare qu'on fait appel à des bénévoles comme ça pour un événement de cette envergure-là. Mais bientôt, là, on va aller en appel de candidature. Les gens vont pouvoir s'inscrire, rajouter leur nom à la liste, puis ils vont pouvoir participer à ce bel événement-là. Restez à l'affût, allez sur le site Internet. J'imagine que si on s'inscrit à l'infolettre, sur le site, on va recevoir l'information qu'on cherche des bénévoles. Tout à fait. Avec la Ville de Chambly, vous avez 2 infolettes. L'infolette loisirs, qui est vraiment en matière de loisirs, puis une infolette ville, où là, vous pouvez trouver toute l'information municipale. On peut se déplacer en vélo, mais on a des fois besoin d'aller un peu plus loin. Donc, le transport en commun reste une priorité. Comment est-ce que vous êtes capable de faire face aux enjeux là, pour améliorer le transport en commun à Chambly? Bien, en fait, c'est des enjeux qui sont particulièrement chers à mon cœur. Je suis moi-même utilisatrice du transport en commun. J'ai fait le choix de ne pas avoir de voiture dans la vie. Donc, c'est pour moi quelque chose de très primordial. Bien entendu, on a des gros défis ces temps-ci. Là, le financement du transport en commun à la grandeur du Québec, c'est sur toutes les lèvres. Là, on a besoin de plus de sous, plus d'argent. On fait souvent appel au provincial, au fédéral. On espère qu'il y a des sommes supplémentaires qui vont descendre. Ce qu'on se rend compte, moi, je suis sur le conseil d'administration d'EXO, notre
fournisseurs de services en transport en commun. Donc, on se rend compte aussi sur le CA qu'on a certaines priorisations à revoir. On a eu des coupures à faire. C'est jamais quelque chose qu'on veut faire en transport en commun. Donc, j'en appelle à l'ambition des paliers de gouvernement supérieur. J'espère qu'il y aura des investissements massifs parce qu'on en a besoin pour s'offrir le choix. Est-ce que vous pensez que ça doit venir en premier des paliers de gouvernement de prendre des décisions politiques ou est-ce que ça va passer par les gens qui vont en faire la demande puis qui vont être vocales à propos de ça? Mais je pense que les citoyens sont au rendez-vous. Les utilisateurs sont au rendez-vous. Bien, je le pense. On a les chiffres qui le prouvent. Depuis la fin de la pandémie, la reprise de l'achalandage, elle est là. Chambly, on a eu la chance aussi de revoir, en fait, toute notre desserte avec le rabattage vers le REM. Donc, quand le transport en commun est là, les gens ont l'appétit pour le transport en commun. Donc, il faut... Ils disent bâtissez-le, ils viendront, là, build it, they will come. Bien, je pense qu'on en est là en transport en commun. Il faut avoir de l'ambition, il faut le construire, les gens vont l'utiliser. Le REM en est un bon exemple. Nouvelle politique culturelle. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Plein de choses. On a travaillé fort avec notre politique culturelle. On a fait plusieurs constats, entre autres un beau constat sur des nouveaux arrivants à Chambly. On a de plus en plus de nouveaux arrivants à Chambly. On a en commun la langue française, donc c'est une des pistes dans laquelle on veut s'inscrire pour travailler avec toute notre nouvelle politique culturelle. On a travaillé sur un programme de relance. Donc, on a quelques projets culturels qu'on a été capable de financer. On a procédé au lancement de disques d'un de nos artistes musicaux chambliens, Petit Gros Bison, qui a fait ça dans notre salle de spectacle au pôle culturel récemment. Mais on a plein d'autres à venir aussi, des activités de médiation culturelle, des activités de portrait avec les aînés, avec les plus jeunes, les moins jeunes. Donc, plein de belles activités à s'en aller. Ça bouge à Chambly. Ça va être une grosse année 2026. Je suis particulièrement excité par l'avenue des cyclistes et j'espère que vous allez avoir d'autres projets pour venir nous expliquer tout ça ici puis que vous allez revenir nous voir en studio. Avec On vous plaisir. invite Avec plaisir. lorsque votre agenda se libère. Madame Alexandra Labie, je rappelle, vous êtes la mairesse de Chambly. Merci. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Karine Tremblay et Simon Dionne sont copropriétaires de la clinique Mosque. Ils nous retrouvent en studio. Bonjour, merci d'être avec nous. Les gens qui nous écoutent se posaient la question, on voulait savoir la différence entre la massothérapie, l'orthothérapie, la kinésithérapie. Pouvez-vous nous expliquer, démêler tout ça? Absolument. La massothérapie, c'est des techniques de massage pour réduire le stress, les tensions musculaires. Souvent, c'est une formation qui est de base, environ 400 heures de formation.
Alors, on peut traiter les inconforts, gérer les stress, les états de stress. Les gens sont stressés présentement. Fait que la massothérapie est très... Vous le voyez que les gens sont oui, stressés, ils ont absolument. besoin de se faire détendre. La société d'aujourd'hui fait en sorte que les clients ont besoin beaucoup de OK. nous. C'est le niveau confort. Exactement. OK. On retrouve souvent les massothérapeutes dans des spas ou dans des cliniques multidisciplinaires. Fait qu'on offre des massages détente ou thérapeutiques. OK. La kinésithérapie, c'est une formation de plus. Il faut être masso et ensuite devenir kinésithérapeute. C'est la thérapie par le mouvement. Fait qu'on va masser, mais après ça, on va mobiliser. Fait qu'on va bouger les articulations pour obtenir des mouvements optimaux, une belle fluidité. Alors ça, on est plus dans le côté thérapeutique plus. OK. Fait qu'on peut avoir un petit problème, un mal à une épaule. On va venir masser, mais après ça, des exercices d'étirement, par exemple. Exactement. OK. Fait qu'on va évaluer. Si, exemple, vous avez mal à l'épaule, on va évaluer l'épaule. On va déterminer quel muscle est sous tension, qu'est-ce qu'on doit relâcher pour ensuite bien mobiliser pour regagner de l'amplitude. OK. OK? Fait que ça, c'est un 600 heures de plus de formation. Ensuite, il y a une autre spécialité qui est l'orthothérapie. Ça, c'est un 200 heures de plus. Alors là, ça s'applique plus pour les muscles profonds, les problèmes posturaux. Alors, ceux qui ont mal au dos, les travails de bureau, alors les mal de cou avec les textos présentement. Alors, on voit ça beaucoup en clinique. Alors, ça, c'est une spécialité qui touche plus la couche profonde. Alors, on va encore masser. Qu'est-ce qu'on entend par un muscle profond? Alors, souvent, en massothérapie, on va traiter les muscles superficiels. Fait que c'est les plus gros muscles qui sont au-dessus. En kinésithérapie, c'est les couches intermédiaires. Fait que c'est la deuxième couche de muscles, mais il faut relâcher la première couche pour nous donner accès à la deuxième couche. Et les muscles profonds, c'est la troisième couche, celle qui s'attache au niveau de la colonne vertébrale, qui est responsable de toute la posture, tous les mouvements, la liberté de mouvement au niveau du bassin, du dos, du cou. Diane, pourquoi c'est important d'avoir une bonne posture? C'est une très bonne question. Alors, quand on a une bonne posture, on a moins de douleur, moins de contraintes, on se fatigue moins vite, on évite d'avoir des maux de tête, on a plus d'endurance. Fait que c'est important d'avoir une bonne posture, de faire attention à soi. Avoir une carrière dans ce type de profession-là, qu'est-ce qui nous amène là-dedans? Qu'est-ce qui nous fait vibrer à vouloir, comme ça, comprendre le corps puis aider les gens, M. Diane? Moi, ça a débuté par moi-même être amené à consulter dans ma carrière. Pour moi, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, j'en fais encore beaucoup aujourd'hui, puis j'ai été beaucoup amené à consulter, que ce soit physiothérapeute, massothérapeute. Vous avez vu l'effet positif que ça peut avoir sur quelqu'un? Oui, puis ça m'a donné envie, évidemment, le côté thérapie un petit peu sportive, aider mes homologues. Mais initialement, c'est ce qui m'a amené là, vers ma formation en massothérapie qui s'est poursuivie en kinésithérapie, puis en kinésithérapie spécialisée vers les sportifs, puis après ça, orthothérapie. Mais après ça, je me suis rendu compte que, tu sais, c'était beaucoup plus large que seulement les sportifs. On a vraiment un impact sur la vie de tous, autant les travailleurs. Tu sais, c'est sûr que nous autres, à la clinique, là, on a beaucoup de gens, travailleurs, télétravail, mauvaise posture. Puis je me suis rendu compte, j'aime la clientèle active, sportive, c'est sûr, c'est super stimulant d'être capable d'aider quelqu'un à repousser ses limites, mais même des fois encore plus d'aider quelqu'un à peut-être travailler dans son quotidien sans douleur, puis après ça, être capable d'être en forme pour soit ses activités personnelles, ses enfants, sa famille. Fait que je dois admettre qu'au début, je pensais être seulement spécialisé en sportif, puis que suite à l'école, à mon expérience, je me suis rendu compte que c'était vraiment une approche pour tous, puis que je pouvais aider tout le monde, pas juste les sportifs. Non, mais c'est ça. Exactement. J'imagine quand on rentre dans un domaine comme ça, il faut être un peu passionné par vouloir aider les gens. Vouloir faire une différence dans la vie des gens. Exactement. Enlever de la douleur, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel pour pouvoir... Ce qui est vraiment puissant, je trouve, dans notre métier, c'est que, de par le contact, je dirais, il n'y a pas vraiment de situation... Peut-être qu'on ne peut pas aider à régler la problématique, mais c'est quasi certain que la personne va ressortir avec un certain bien-être. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé la problématique, mais ça, c'est vraiment valorisant de pouvoir avoir un impact direct sur la vie des gens. Vous avez amené des instruments, ça attire ma curiosité. Est-ce qu'on peut
comprendre à quoi servent tous ces Ben, tiens, je articles-là. vais te laisser palper ce qu'on pourrait appeler, bon, en termes peut-être un petit peu plus oriental, on appelle ça un gua sha. Un gua sha, habituellement, peut être dans une pierre. Celui-là est de métallique pour question Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? d'hygiène et de non... qui ne va pas se briser si on l'échappe. Principalement, l'utilité, là, on va venir... l'application va être qu'on va venir gratter au niveau du derme de la peau, au niveau des fibres musculaires, pour venir briser les adhérences tissulaires, parce que des fois, même très souvent, il arrive que le derme, la peau, vient adhérer au niveau des fascias des muscles. Puis avec ça, avec la pression puis la répétition fréquente, on va venir créer ce qu'on appelle une hyperémie. Donc, il va y avoir une rougeur qui va se créer parce qu'on va amener du sang à la région. Souvent, les gens craignent le mot inflammation. Nous, dans notre métier, l'inflammation, ça peut être pertinent parce que l'inflammation, c'est du sang qui se rend à la région. Ça va venir aider à nourrir la région. Est-ce que c'est ça, les points dans le dos? Tu sais, des fois, on a des points. Ça, c'est peu... Autre chose? Ça peut être des points gâchettes, ça peut être des spasmes musculaires, ça peut être... Nous, on appelle ça... En bon québécois, on appelle ça un nœud. Nous, dans notre métier, on appelle ça une contracture. Donc, c'est une contraction involontaire du muscle qui reste de façon permanente. Donc, nous, on peut venir, en effet, faire ça sur une contracture, un point gâchette, pour venir nourrir la région. Puis après ça, souvent, ça nous ouvre le chemin pour avoir un massage plus en profondeur. Un petit peu le même principe que la ventouse. La ventouse, dans le fond, à la place de venir gratter la fibre musculaire, elle va venir créer une succion. Donc, elle va venir faire une pression négative. Ça va venir soulever les tissus. Vous avez sûrement vu ça sur plusieurs sportifs. Encore une fois, les gens, il y en a qui appellent ça le traitement Michael Phelps, peu importe, là, mais avant... La majeure, comme je disais tantôt, la plupart du temps en clinique, quand on les utilise, c'est pas nécessairement sur des sportifs parce que c'est pertinent pour tous. Ça marche quand même. Oui. Il faut avertir les gens qu'il y a plusieurs... On ne contrôle pas l'issue de la marque qui va en découler, dans le sens que il y a des gens qui vont avoir une marque plus intense que d'autres. Elle peut perdurer quelques jours. La marque, en fait, c'est que ça va être justement le sang qui s'est amené à la région, mais qui va par la suite se drainer dans les jours suivants de façon rapide ou modérée. Et ceci, c'est du taping qu'on va appeler neuroproprioceptif. Dans le fond, on voit souvent ça, encore une fois, chez les sportifs, mais c'est pas seulement pour les sportifs. Le principe du taping neuroproprioceptif va être de venir soit de la façon qu'on va le coller, donc il y a une façon précise de le coller, il faut absolument être sur le bon muscle qu'on veut cibler, donc c'est pas parce qu'on en achète puis qu'on vient l'appliquer d'une certaine façon que ça va fonctionner. Il y a une tension. Une momie. Il y a une tension nécessaire à effectuer, mais dans le fond, dépendant de la tension puis de l'application qu'on va le faire, on va être capable de venir soit activer un muscle, donc s'il y a un muscle qui ne s'active pas de façon adéquate, on peut venir l'activer, ou bien l'inhiber qui est en fait le relâcher. Fait que s'il y a un muscle qui est trop activé, qui est trop en demande, on est capable de venir l'inhiber, le désactiver. C'est une science en soi. J'invite tous nos téléspectateurs à aller vous visiter, venir vous poser leurs questions parce que j'imagine que chaque cas est un cas d'espèce. Je vous donne le site internet, c'est la clinique MOSK, mosk.com. Vous allez pouvoir rencontrer Mme Tremblay et M. Dionne qui vont pouvoir vous aider. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très éducatif. Puis je vous souhaite de continuer comme ça à aider les gens de la région. Merci. On profite de l'arrivée du printemps à l'extérieur avec William Parenteau, qui est chargé de projet adjoint chez Nature Action Québec. Bonjour, M. Parenteau. Bonjour, merci de nous visiter dans nos bureaux. Bien, c'est très beau, vos bureaux. On a une belle vue. À ce temps-ci de l'année, quel genre d'oiseaux reviennent au Québec? Bien là, au début du mois de mars, c'est sûr que des journées comme ça, des belles journées avec des vents sud et des belles thermales, les oiseaux de proie peuvent commencer leur migration. Donc déjà, on pourrait possiblement observer aujourd'hui des aigles royaux qui reviennent là, tranquillement. Soyez à l'affût des oiseaux qui vont revenir. On voulait aborder avec vous un sujet qui est important pour les agriculteurs de la région, le fait d'avoir des bandes de foresterie qui vont être dans les champs. Pouvez-vous nous expliquer quel genre de projet que c'est? Oui. En fait, on va parler d'agroforesterie. Puis qu'est-ce que c'est que cette bébête-là? Simplement, c'est le fait d'associer des arbres ou même des arbustes aux cultures qu'on fait. Donc, dans les champs, par exemple, on a un champ de maïs. On pourrait avoir en périphérie
une rangée d'arbres qui va ceinturer, si on veut, la parcelle. On peut aussi parler de bandes riveraines agroforestières. Donc là, ça va être de végétaliser toute la bordure des cours d'eau. Puis ça a différents bénéfices, là, autant pour la biodiversité que pour la production en soi. Quel genre de bénéfices? Donc, au niveau de la production agricole, un des principaux objectifs qu'on va chercher, c'est de réduire la vitesse des vents. Donc, c'est sûr que dans des zones où c'est fortement déboisé, où il y a beaucoup de zones ouvertes, les vents peuvent voyager à des vitesses assez rapides, ce qui peut occasionner des problématiques, notamment en termes d'érosion des sols ou de bris des cultures. Donc là, c'est sûr qu'il y a un impact économique. Donc, on va chercher à réduire le vent, mais outre ça, d'instaurer des haies brise-vent, ça peut aussi héberger des auxiliaires pour la lutte biologique. Donc, c'est des insectes, si on veut, par exemple certaines espèces de coccinelles ou des guêpes parasitoïdes qui vont aider à contrôler les ravageurs des cultures là, en plein champ. Donc, vous dites qu'il serait possible que de couper une certaine partie du champ, ça serait rentable pour l'agriculteur. Tu sais, à prime abord, on penserait que le plus de superficie serait le meilleur, mais vous pensez que ce serait l'inverse? Bien, en fait, c'est sûr que quand on le voit dans le sens de superficie, c'est sûr qu'on va perdre une légère bande en bordure des champs, mais il faut savoir qu'il y a des effets bénéfiques que la haie brise-vent va apporter à l'intérieur des champs sur plusieurs mètres, notamment dans l'augmentation des rendements. Puis ça va dépendre notamment des cultivars qui sont utilisés puis du type de haie brise-vent qu'on va implanter. Mais de manière générale, les études au Québec, dans l'ensemble, démontrent qu'il y a un impact positif sur le rendement. Par exemple, dans les cultures de fraises où l'impact est vraiment marqué, on peut aller jusqu'à 46 % d'augmentation de rendement. Ça peut être autour de 20 dans les champs de foin, par exemple, mais c'est positif dans l'ensemble. Comment on fait pour commencer? Par où on commence si on a un champ puis on souhaite avoir une haie brise-vent, comme vous le dites? On décroche le téléphone puis on nous appelle. Nous, ça fait 10 ans qu'on en fait là, dans la Montérégie, Laurentides-Lanaudière. On a développé une spécialité, si on veut, là, dans nos équipes pour gérer des projets en agroforesterie. Donc, de nous appeler. Puis nous, on offre un accompagnement. On se voit comme un agent facilitateur dans des projets comme ça, dans le sens où on va concevoir le projet avec vous en prenant en compte vos enjeux, puis on va personnaliser vraiment l'aménagement pour vos besoins. Puis on s'en occupe de A à Z, donc planification, réalisation des travaux, puis on fait aussi un entretien, un suivi sur 3 ans ensuite, là, après la réalisation des travaux. Donc, on vous enlève une charge pour les fermes. Tu sais, souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de paperasse et tout. Fait que une entreprise agricole, là, c'est énormément énergivore, donc on va vous sauver un peu de temps dans tout ça. Là. C'est souvent ça le premier frein. Tu sais, on se dit, j'ai pas le temps de le faire. Oui. Puis vous parlez d'un suivi pendant 3 ans. Ça prend combien de temps avant d'avoir les bénéfices? J'imagine que ça prend du temps pour que les arbres poussent. Oui. Bien, ça va dépendre de la hauteur de l'aménagement. C'est sûr que tout dépendamment des espèces qu'on va aller implanter, si on plante du chêne, c'est sûr que ça peut prendre peut-être 20 ans, si on veut, avant d'avoir une hauteur considérable. Si on plante du peuplier hybride, par exemple, là, l'impact peut être beaucoup plus rapide à l'intérieur de 10 ans. Mais l'impact à l'intérieur du champ va varier en fonction de la hauteur. Donc, souvent, on parle de 10 fois la hauteur de l'aménagement en termes d'impact à l'intérieur. Donc, si on a un aménagement de 10 mètres, on a un impact sur 100 mètres. Si on a un aménagement de 20 mètres, c'est 200 mètres à l'intérieur du champ. Ça ressemble à quoi les coûts pour faire ce genre de projet-là? Encore une fois, ça va varier des espèces qu'on plante, du format aussi des végétaux, de la superficie, etc. Mais bon, on peut tourner autour de 15 $ du mètre linéaire, mais ça varie beaucoup, là. Pourquoi c'est pas déjà fait? Est-ce que c'est la science qui est récente qui vous permet d'avoir ces gains-là ou dans le passé, on n'était juste pas conscient des effets? Bien, je pense qu'il y a un changement de mentalité à adopter, de travailler avec la nature. Souvent, il y a des effets qu'on ne va pas nécessairement voir concrètement, mais qui se passent dans le champ quand on donne de la place à la nature. Puis c'est un peu ça aussi, notre raisonnement. Donc oui, je pense qu'il y a un changement de mentalité à faire. Puis comme je l'ai dit tantôt, souvent, c'est des fois une question de temps. Les gens ont beaucoup de choses à faire, puis c'est juste le manque de temps qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas réaliser leur projet. Puis je pense qu'on est là aussi pour accompagner, dans le fond. Ici, dans la vallée du Richelieu, vous estimez à combien qu'il reste, pensez, de proportion d'agriculteurs qui pourraient bénéficier de ça?
Beaucoup, là, c'est une zone fortement agricole. La Montérégie au grand complet, là, c'est fortement agricole. Puis on a plus beaucoup de haies forestières comme ça, donc il y a quand même beaucoup de travail à faire, là. Puis finalement, pour terminer, j'imagine que vous ne faites pas juste ça chez Nature Action Québec. Quel autre service que vous offrez aux gens? On est super variés. Notre mission principale, c'est vraiment de guider les personnes, les organisations vers des meilleures pratiques environnementales. Puis on se veut comme un agent des alliés dans l'accélération aussi de la conservation puis de la transition écologique. Nos activités sont super variées, puis on fait au-dessus de 300 projets à chaque année, mais ça peut être de l'ordre de rendre nos milieux naturels accessibles, comme ici, derrière, on a fait un parcours d'interprétation. On fait de la conservation des milieux naturels, on fait de la restauration d'habitats pour la faune, la flore en péril. Donc, il y a une variété d'activités, là, mais tout est sur notre site web si vous voulez. William Parenteau, merci beaucoup pour cette entrevue. Allez chercher l'information sur le site nature-action.qc.ca. Merci beaucoup et demandez, appelez. M. Parenteau va pouvoir vous aider si vous voulez contribuer à la nature avec l'agroforesterie. Merci beaucoup. Merci. Avec nous via Teams, Tania Roussel, qui est vice-protectrice au service aux citoyens pour le protecteur du citoyen. Bonjour, Madame Roussel. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer pour commencer, qu'est-ce que c'est que le protecteur du citoyen? Bien, le protecteur du citoyen, c'est l'ombudsman du gouvernement du Québec. Donc, premièrement, on est une organisation qui est indépendante, donc on relève de l'Assemblée nationale. Et nous avons une mission qui est de nous assurer du respect des droits des citoyens et des citoyennes dans leur relation avec les services publics et aussi de veiller à l'intégrité des services publics et contribuer à leur amélioration. Donc, on reçoit les plaintes des citoyens et on analyse ces plaintes-là et on s'assure que les droits sont respectés. Pouvez-vous nous donner un exemple du type de plainte que vous recevez? Je dirais qu'on reçoit des plaintes de toutes sortes. Premièrement, peut-être une première distinction, on a des plaintes qui viennent de citoyens et de citoyennes et aussi on a des plaintes qui proviennent des entreprises. Donc, on touche ces deux sphères-là. On a aussi des plaintes qui proviennent de gens qui sont des ressortissants, donc des gens qui sont dans un processus d'immigration. Donc, on n'est pas obligé d'être un citoyen du Québec tant et aussi longtemps qu'on est en relation avec les services publics, qu'on est en interaction, on bénéficie de certains services publics, on a accès aux services du protecteur du citoyen. Un exemple de plainte, je vous dirais, par exemple, vous recevez un avis de cotisation de Revenu Québec. Hein, comme citoyen, on reçoit tous nos avis de cotisation et on est soit en désaccord avec le montant ou on n'est pas tellement sûr qu'on doit payer ce montant-là. Bien évidemment, on peut interpeller le protecteur du citoyen pour s'assurer que le tout est conforme et que nos droits sont respectés. OK. Quel genre d'accompagnement que vous allez offrir justement à une personne comme ça qui reçoit l'impôt à payer, qui n'est pas d'accord? Bien, premièrement, la personne va s'adresser à nous. Donc, on va écouter qu'est-ce qu'il a à nous dire, quel est l'objet de son désaccord. On va lui demander aussi de nous transmettre la documentation qu'il a au soutien de sa plainte. Par la suite, on va faire les vérifications nécessaires dans le cas qui nous occupe auprès de Revenu Québec pour nous assurer qu'effectivement, tout ça est conforme. Il y a deux cas de figure. C'est conforme, donc ce qu'on fait, on retourne vers le citoyen et là, on a un travail d'accompagnement et de pédagogie, si on veut. On va expliquer aux citoyens en quoi la décision, elle est adéquate. Là, on se rend compte que c'est pas parce qu'on est un citoyen qu'on est habitué aussi au jargon de fonctionnaire, à comprendre aussi toute la terminologie. Donc ça, c'est un des éléments importants. C'est un service que le protecteur du citoyen assure. Donc, s'assurer que les gens comprennent bien. L'autre chose, si jamais il y avait un enjeu avec le dossier où la décision était mal fondée, dans ce cas-là, on peut faire une recommandation pour corriger la situation du citoyen qui nous a interpellés. Est-ce que ça se fait naturellement que le citoyen vous voit comme une entité séparée, indépendante, ou est-ce que vous avez vraiment besoin de le rappeler? Bien, je vous dirais qu'on a souvent besoin de le rappeler, effectivement. On travaille beaucoup de façon impartiale. On explique, chaque citoyen qui va nous appeler, on explique le mandat, on explique ce qu'on peut faire aussi pour lui et ce qu'on ne peut pas faire.
Et évidemment, quand on voit le nom de notre institution protecteur du citoyen, bien évidemment, on a aussi expliqué que ce que nous, on fait, c'est qu'on protège les droits des citoyens. Donc, on s'assure vraiment que les citoyens qui sont en relation avec le service public, bien, ils ont un traitement qui respecte leurs droits. Donc, on est vraiment dans cette optique-là au sein de notre institution. Est-ce que ça coûte de l'argent pour venir vous poser toutes ces questions-là? Bien, écoutez, c'est un service qui est gratuit. Donc, tout le monde a accès à ce service-là. Je voudrais, le seul critère, c'est vraiment d'être en relation avec un service public québécois. Donc, vous demandez un service, vous avez une obligation envers un service public. C'est à ce moment-là, c'est tout ce qu'on a besoin, tant les citoyens et les citoyennes que les entreprises. Et aussi, c'est un service qui est confidentiel. Donc, on s'assure aussi de respecter ces critères-là. Donc, les gens sont accueillis, sont accompagnés et on s'assure aussi que notre service est simple. Donc, le plus simple possible, le plus accessible possible. Je vous ai entendu parler justement d'être impliqué avec un service québécois. Est-ce que c'est le même critère pour des services qui seraient offerts par le gouvernement du Canada ou c'est seulement Québec? Nous, on est uniquement au gouvernement du Québec. Donc, il faut vraiment que ça soit un service qui est lié au gouvernement du Québec. On est aussi en santé et services sociaux. Hein. On a aussi le mandat de protecteur des usagers. Donc, tout ce qui est sur le grand chapeau du gouvernement du Québec, bien, ce sont des services sur lesquels on peut accompagner les citoyens. OK. Une fois que les citoyens portent plainte contre un service du gouvernement du Québec, quels sont à vous vos moyens là, de forcer le gouvernement à prendre une décision différente? Bien, je vous dirais que la première chose, c'est qu'on va déjà analyser qu'est-ce qui nous est présenté par le citoyen, voir aussi est-ce qu'effectivement il y a un écart. Et à partir de ce moment-là, on a un pouvoir de recommandation. Mais on travaille beaucoup aussi dans la relation du service et du citoyen pour s'assurer que les canaux de communication demeurent ouverts. Et ensuite, de trouver la meilleure solution pour que la situation du citoyen soit bien comprise et adressée et que le service public peut respecter ses droits et lui rendre un service. Je vous dirais qu'on permet aussi à ce que les histoires des citoyens soient entendues correctement par les services publics. Ça aussi, c'est un élément qui est important dans notre action. Madame Roussel, je suis certain que vous faites un travail très important. Beaucoup d'informations est sur votre site Internet protecteurduscitoyen.qc.ca. Selon moi, c'est vraiment le signe d'une démocratie saine quand on utilise de l'argent public pour créer des ressources comme la vôtre afin d'aider les gens à se faire valoir contre l'État lui-même. Alors, pour ça, je vous remercie. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de succès dans le futur. J'invite tout le monde à aller sur votre site Internet protecteurduscitoyen.qc.ca. Madame Tania Roussel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la vice-protectrice au service aux citoyens pour le protecteur du citoyen. Bien, je vous remercie. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires ou des suggestions, envoyez-nous-les à l'adresse info@tv9.com et il nous fera plaisir de vous y répondre. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional de TVR9. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca.